Que sait-on de la Pologne avant la Pologne? Eh ben, pas grand-chose. Les premiers à nous en parler, c'est quelques historiens romains, comme Claude Ptolémée, qui cite au détour d'un paragraphe ce peuple qu'il appelle les Vénètes, et qui ferait du commerce entre la Baltique et Rome. Bien plus tard, des chroniqueurs médiévaux inventeront ou coucheront sur papier les mythes et légendes qui donneront un nom aux héros polonais des temps anciens. Quoi qu'il en soit, ce dont on peut être sûr, c'est que ces peuples se sont slavisés avec le temps, et qu'il a fini par y émerger un pouvoir princier, comme ça a été le cas dans la Rousse de Kiev plus à l'est. C'est 150 ans après la mort de Charlemagne qu'un chroniqueur saxon nous parle d'un duc des Polanes, terme formé à partir de Pôle, qui signifie plaine ou clairière. Ce premier duc, c'est Mieszko Ier, de la dynastie des Piast, dynastie qui dirigera la Pologne pendant plusieurs siècles. Il est à la tête d'une vaste portion de terre à l'est, ce qu'on appellera plus tard la Grande Pologne. Dès 964, il se soumet et paye le tribut au Saint-Empire pour protéger sa frontière ouest. Mais surtout, il se convertit au catholicisme, conversion qui négocie directement avec les papes pour éviter d'avoir affaire aux missionnaires saxons. Il se fait probablement baptiser à Ratisbonne en 966, avant que l'église n'ouvre un évêché en ces terres. Là, le paganisme côtoiera le christianisme pendant encore longtemps. Comme toujours, les élites sont les premières à se convertir. À ce moment déjà, le duc de Pologne est un prince autoritaire. D'après le voyageur Ibrahim ibn Yacoub, il considère les territoires soumis comme son domaine personnel. Il est à la fois faiseur de lois et juge suprême. Il est libre de déclarer la guerre et de conclure la paix. Et il s'entoure d'une cour qui participe au pouvoir et profite d'une partie des revenus de l'État et d'une garde personnelle de 3000 hommes. Un bel effectif à une époque où l'empereur lui-même n'a sous ses ordres que 5000 chevaliers. Surtout, c'est un souverain puissant. Pendant tout son règne, il combat pour défendre ses intérêts en Allemagne, soutient tel ou tel prétendant au trône impérial, tisse des alliances avec les Tchèques, les Saxons et les Scandinaves, et surtout conquiert les régions environnantes. Bien sûr, les Polonais ne contrôlent pas solidement ces nouvelles terres. Mieszko accepte d'ailleurs que les Danois installent de nombreuses colonies en Poméranie, région qu'il peine à contrôler. Mais il n'empêche qu'à la fin de son règne, il entretient de nombreuses relations avec le reste de l'Europe, de Rome jusqu'à Stockholm. Signe de ça, c'est au Vatican qu'on retrouve ce texte très ancien, le Dagome Iudex, qui fait la liste des possessions de Mieszko Ier à sa mort. Il fait alors état d'un duché s'étendant de la mer Baltique jusqu'à Cracovie, et du fleuve Oder jusqu'à la Rousse de Kiev. Mais surtout, ce document place l'État polonais sous la protection de l'Église. Il atteste de son entrée dans la communauté chrétienne. Ce lien entre l'Église et les souverains polonais est loin d'être inutile. Il leur permet de renforcer leur contrôle sur leurs États. Quand Mieszko meurt en 992, c'est son fils aîné qui lui succède, Bolesław. Il accueille rapidement l'évêque de Prague, qui l'envoie évangéliser les populations de Prusse orientale. Là-bas, l'ecclésiastique ne tient pas longtemps avant d'être exécuté. Et ainsi, la Pologne gagne son premier saint, dont le duc rachète la dépouille qu'il fait déposer dans la basilique de Gniezno, sa capitale. Dans la foulée, le pape fait de celle-ci un archevêché ayant autorité sur 3 évêchés. De notre point de vue moderne, ça peut sembler anecdotique, mais pas du tout. Cette structure mise en place par l'église relie les différentes terres du duc entre elles. Elle leur donne une cohésion, d'autant que c'est le duc qui nomme ses évêques. Mieux encore, en l'an 1000, l'empereur du Saint-Empire, Othon III, vient à Gniezno pour se recueillir sur la chasse du saint. Là, il rencontre Bolesław et lui pose sa couronne sur la tête. Si ce n'est pas un couronnement officiel, ça tisse une solide alliance entre les deux souverains. Au même moment, on commence à frapper les premières pièces de monnaie où on peut apercevoir le nom de Pologne. Un aigle y est entouré de l'inscription Princeps Poloniae, prince de Pologne. Le reste de son règne, Bolesław le passe à guerroyer contre les Allemands, ce qui l'amène à prendre Prague en 1003, puis la perdre 2 ans plus tard. C'est seulement en 1018, après être venu à bout d'une coalition regroupant l'Empire, la Bohême et la Rousse de Kiev, Kiev dont il s'empare d'ailleurs avant d'en être chassé par une révolte, que le prince gagne une paix et la Lusace, région la plus occidentale que la Pologne ne possédera jamais. Ces expéditions militaires incessantes, quasi annuelles, sont nécessaires à l'économie du pays. Elles lui rapportent un beau butin matériel et humain. Et enfin, c'est juste avant sa mort, en 1025, que Bolesław se fait couronner roi de Pologne. Il cherche là à se rapprocher de la conception occidentale du pouvoir, éviter que son royaume ne s'émiette comme le fait la Rousse de Kiev. Mais ce titre royal importé de l'Ouest n'aura pas grand avenir. Il ne sera que très rarement adopté par les ducs polonais. Le royaume est alors organisé simplement, divisé en provinces,
elle-même divisée en castras, sorte de petites cités fortifiées où réside un castrum qui exerce l'autorité militaire, judiciaire, administrative et fiscale au nom du roi. Les paysans libres, qui forment l'énorme majorité de la population, doivent au prince un tribut qu'ils versent en nature, soit en céréales, en bétail ou autres denrées, soit en travail, en construisant des castras, des routes ou en s'occupant des troupeaux et du bétail princier par exemple. En parallèle, se développe déjà le servage, alors que les prisonniers de guerre sont rattachés à des terres détenues par le souverain ou quelques seigneurs. Si les deux premiers princes connus ont largement étendu leurs états, la Pologne reste un royaume peu peuplé, moins d'1 million d'âmes, et parsemé de forêts, de maquis et de marécages impropres à l'exploitation. Il ne peut pas supporter indéfiniment de tels efforts. En 1556, Bona Sforza, riche reine de Pologne et duchesse italienne, est chassée de Cracovie par la noblesse polonaise, qui supporte mal son influence à la tête de l'État. Elle se réfugie alors à Bari, où elle meurt seulement 1 an plus tard. D'après la rumeur, elle aurait été empoisonnée par son secrétaire, complot fomenté par le roi d'Espagne Philippe II, à qui elle avait prêté une fortune. Scène immortalisée par le peintre polonais Jan Matejko, qui a peint un bon nombre des tableaux que vous verrez dans cet épisode. Tout ça pour dire que ça ne serait sûrement jamais arrivé si Bona s'était plutôt préparé un shaker Oli. Pas mal la transition, non? Oli, c'est une marque de boisson sans sucre que tu prépares tranquille chez toi. La plupart des gens l'utilisent pour arrêter avec leur addiction au soda sucré qui ruine la santé et les dents, parce que c'est une alternative plus saine tout en gardant un bon goût. Ils ont une gamme Ice Tea exprès pour ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui l'utilisent pour le sport, avec leur gamme hydratation et énergie. Et encore une fois, c'est une alternative plus saine aux boissons énergisantes habituelles. Mais moi, j'avoue que je suis un peu différent, parce que ce que je préfère chez eux, c'est leur gamme milkshake. J'adore les desserts, mais j'essaye de limiter le sucre, donc ça me permet d'avoir une alternative bonne et un peu meilleure pour la santé. Bien sûr, tout ça, ça reste avec modération, et on n'oublie pas de faire du sport régulièrement. Si vous voulez tester, j'ai 2 codes promo pour vous. EPH pour profiter de 10% de réduction sur toutes vos commandes, et EPH5 pour profiter de 5 € de réduction sur votre première commande. Vous avez un lien en description ou le QR code pour tester tout ça. Et quant à nous, on peut en revenir à l'histoire de la Pologne. Après la mort de Bolesław, les guerres incessantes se poursuivent avec les Allemands, les Tchèques, les Hongrois et les Russes. Les princes, ducs, rois et imposteurs se succèdent à la tête de la Pologne, souvent placés là par une puissance étrangère. Le royaume perd des territoires et les récupère, mais il peine à lutter, souvent affaibli par des querelles de succession et des révoltes païennes. Mais reste-t-il inerte pour autant ? Bien sûr que non. Le clergé s'y renforce alors que les princes polonais lui font de grandes donations en terre, et c'est sûrement la brutalité des missionnaires qui encourage les païens à la rébellion. Ces clercs, souvent d'origine allemande, diffusent l'usage du latin parmi les élites polonaises, élites qui favorisent leur implantation en finançant la construction de nombreuses églises. Le royaume s'occidentalise aussi de plus en plus, on y adopte le système de chevalerie, une élite dotée de terre qui a l'obligation de servir dans l'armée du seigneur. Cette caste, qui vient remplacer les anciennes armées de mercenaires utilisées par les ducs, est loin d'être unie. Elle va d'individus relativement pauvres qui continuent de labourer la terre et se rapprochent des serfs, jusqu'à de grands seigneurs suffisamment puissants pour faire la loi en leur domaine et être exemptés de redevances par le prince. Ils reçoivent alors une immunité judiciaire, jugent eux-mêmes les sujets qui dépendent de leur domaine et perçoivent les impôts. Ainsi, le clergé et la noblesse gagnent de grands privilèges et profitent de la féodalisation de la société qui a aussi cours en Occident et dans le Saint-Empire. Suivant le mouvement, Gniezno doit bientôt partager sa place de capitale avec la riche Cracovie. Surtout, la Pologne ne tarde pas à souffrir du même mal que la Rousse de Kiev. Avec son testament en 1138, Bolesław III tente d'endiguer les querelles de succession. Il y lègue à son fils aîné le titre de princeps, prince, et les meilleures terres de son domaine. Il l'investit de l'autorité suprême et du droit de nommer les fonctionnaires laïcs et ecclésiastiques importants. De leur côté, ses plus jeunes frères reçoivent d'autres provinces plus modestes, où ils exercent le rôle de vice-prince. C'est le même modèle qui avait été appliqué à Kiev, et il aboutit sur le même problème. Si on comptait 5 duchés polonais en 1202, ils sont 9 en 1250 et 17 en 1288. Ce système a quand même quelques retombées positives, et crée une grande concurrence entre les différents ducs polonais, qui sont toujours issus de la dynastie des Piast, et pousse à attirer de nombreux colons dans leurs domaines respectifs, souvent venus d'Allemagne.
Ceux-ci accaparent certaines des meilleures terres du royaume, où l'allemand en vient à remplacer peu à peu le polonais. Les institutions allemandes se diffusent aussi dans les villes, qui gagnent une certaine autonomie, comme ça se faisait beaucoup dans l'Ancien Empire. Avec le développement du commerce, les villes polonaises attirent de nombreux marchands juifs qui reçoivent des privilèges de la part des princes. Grâce à ce formidable flux migratoire allemand et des capitaux qui vont avec, la Pologne se parsème de nombreuses nouvelles villes et villages. Les moulins se multiplient et l'usage de la charrue lourde se généralise dans les campagnes, tandis que celui de la monnaie se normalise. S'ensuit une formidable croissance démographique qui accompagne le développement économique. Avec la multiplication des églises, l'école devient plus accessible. L'usage de l'écrit, surtout en latin, se diffuse bien plus efficacement. Les élites locales apprennent à exercer un rôle politique. Elles s'organisent en wieczie, en assemblée, où le prince dispense la justice, entend les requêtes et promulgue les décrets en présence de notables, fonctionnaires, chevaliers et citadins. Ceux-ci réclament maintenant à être consultés et avoir mot au chapitre pour toutes les affaires administratives et judiciaires qui les concernent. Mais il n'empêche que ce morcellement affaiblit aussi une Pologne de plus en plus divisée. En 1227, on est obligé d'accepter l'installation des chevaliers teutoniques pour protéger la frontière nord des incursions prussiennes, tandis qu'en 1241, 1259 et 1287, on ne peut pas s'opposer aux Mongols qui ravagent le pays. Si la Pologne, ou plutôt les duchés polonais, perdent de nombreux territoires, ils parviennent à sauvegarder leur indépendance, notamment contre les ambitions allemandes. En 250 ans, l'ancien royaume s'est effrité, divisé, mais il a aussi largement évolué économiquement, démographiquement, socialement et culturellement, en partie grâce à son démembrement territorial. Finalement, c'est seulement à l'aube du XIVe siècle qu'il retrouve un semblant d'unité et commence à se restructurer sous l'égide des derniers Piasts. Le XIIIe siècle voit naître plusieurs rois à l'est de l'Europe. Ils reçoivent bien souvent leur couronne de la papauté qui tente de dresser une barrière catholique contre la progression des Tatars. C'est le cas du grand-duc lituanien Mindaugas qui se convertit au catholicisme et se fait reconnaître roi par le pape en 1251, et du prince de Kiev, Daniel, qui se fait couronner par un légat pontifical en 1253. En Pologne aussi, l'Église joue un grand rôle. Pour Rome, la Pologne, bien que divisée en une multitude de duchés, reste une seule et même entité regroupée autour de l'archevêché de Gniezno. Le clergé, d'ailleurs, est le premier à défendre la langue polonaise contre l'allemand. Dès les années 1280, l'archevêque encourage ses troupes à faire la catéchèse en polonais, interdit aux clercs allemands à enseigner dans les écoles et à prêcher dans leur langue. C'est aussi dans ces années que la Pologne connaît deux grands projets de réunification sous l'égide de deux souverains. Au sud, dans la région qu'on appelle la Petite Pologne, la bourgeoisie de Cracovie appuie les prétentions au trône du roi de Bohême Václav II, qui s'installe dans la cité. Là, il restructure la société et précise les privilèges et les institutions propres à chaque ordre. Au clergé sa juridiction, à la bourgeoisie son droit allemand et à la grande noblesse sa place à la tête de l'État. Avec le privilège de Lutomils en 1291, il exempte ces trois ordres d'impôts, alors qu'au même moment, au nord, dans la région qu'on appelle la Grande Pologne, le duc Przemysl II, issu de la dynastie des Piast, met la main sur de nombreux territoires et, soutenu par le clergé, se fait couronner roi de Pologne en 1295. L'idée d'avoir un roi semble bien plus séduisante à la noblesse occidentalisée de cette époque qu'à celle qui accompagnait le premier roi polonais il y a 175 ans de ça. Cependant, son règne ne dure pas longtemps. Il est assassiné seulement 7 mois plus tard par des sbires à la solde de l'un de ses rivaux, le margrave de Brandebourg, un autre petit état destiné à un grand avenir. Le roi de Bohême, Václav II, profite de cet assassinat et de la querelle de succession qui s'ensuit pour réunifier la quasi-totalité des terres polonaises. En 1300, il se fait couronner roi de Pologne par l'archevêque de Gniezno. Ici aussi, il poursuit son œuvre réformatrice en tentant de limiter l'influence de l'aristocratie sur la couronne. Pour ça, il crée une nouvelle classe de hauts fonctionnaires, les starosts, censés être de bien plus fidèles exécuteurs de la volonté royale. Mais il ne profite pas non plus longtemps de son pouvoir. En 1301, il installe son fils sur le trône de Hongrie, ce qui éveille de nombreuses inquiétudes autant en Allemagne qu'en Hongrie et qu'à Rome. Si un certain Robert d'Anjou chasse le jeune roi de Hongrie de son trône en 1304,
En Pologne, c'est un prince Piast et ancien rival de Przemysl II, Władysław le Bref, qui profite du soutien des Habsbourg pour s'emparer de Cracovie en 1306, puis de la Grande Pologne en 1314. Il s'appuie sur la petite chevalerie pour s'emparer du pouvoir et n'a aucune confiance envers la bourgeoisie des villes, trop souvent pro-germanique. Celle-ci perd grandement en influence. Władysław va même jusqu'à supprimer certains privilèges auparavant accordés à Cracovie. Mais le prince connaît aussi des échecs. À Danzig par exemple, où sa garnison est massacrée par les brandebourgeois avec le soutien de la bourgeoisie locale. Brandebourgeois eux-mêmes chassés quelques temps plus tard par les chevaliers teutoniques. Enfin, c'est en 1320 qu'il se fait couronner roi avec l'accord de la papauté. Pour la première fois depuis des siècles, la petite et la grande Pologne sont réunifiées sous l'égide de la dynastie Piast, bien que le royaume ait perdu de très nombreux territoires dans l'affaire. La principale menace reste la Bohême, dont les rois continuent de lorgner sur le trône de Cracovie. Pour s'en protéger, Władysław tisse de nombreuses alliances par mariage. Il marie sa fille au roi de Hongrie, son fils aîné à la fille du grand-duc de Lituanie, tandis qu'il parvient à installer un Piast à la tête de la principauté rousse de Galicie-Volhynie. Jusqu'à sa mort, il doit lutter contre les Tchèques au sud et contre les brandebourgeois et les teutoniques au nord. Ces derniers sont alors au sommet de leur puissance et forment une menace terrible pour le roi. Si bien que lorsqu'il meurt en 1333, il laisse en héritage un royaume minuscule, plus petit encore que celui qu'il avait pris pour roi 13 ans plus tôt. La Poméranie reste entre les mains des Allemands, la Silésie entre celles des Tchèques, tandis que la Mazovie tient à son indépendance. Lui succède alors son fils, Casimir III, qu'on appellera bientôt le Grand, un surnom à la hauteur de la tâche qu'il a à assumer. Arrivé au pouvoir, Casimir ne tarde pas à mettre un terme au conflit de son paternel. Dès 1335, à l'invitation du roi de Hongrie, il rencontre Jean de Luxembourg, le roi de Bohême, et signe une paix avec lui. Le Tchèque abandonne ses prétentions à la couronne polonaise, et Casimir reconnaît la suzeraineté tchèque sur les duchés silésiens. Un peu plus tard, en 1343, c'est avec les Teutoniques qu'il signe un traité. Avec celui-ci, il abandonne ses prétentions sur la Poméranie, mais récupère les territoires polonais de Dobrzyn et Kujawí. Enfin, il signe en 1348 un traité d'amitié avec le roi de Bohême, devenu aussi empereur du Saint-Empire, et accepte l'annexion de la Silésie à la couronne tchèque. Mais si Casimir abandonne toute volonté d'expansion au sud et au nord, et signe des traités plutôt désavantageux, il a bien une raison, ou plutôt deux. La première et la plus évidente, c'est que, de tous les États d'Europe de l'Est, alors tous en expansion et en pleine phase de développement économique, politique et culturel, la Pologne est de loin le plus faible. La Grande Bohême au sud et les puissants chevaliers teutoniques au nord sont presque toujours alliés. À l'est, la Lituanie est en pleine phase d'expansion et profite largement du recul des Tatars pour mettre la main sur les faibles principautés rousses, tandis que la Hongrie est un immense royaume stabilisé par l'arrivée au pouvoir de la dynastie des Anjou. À côté, la Pologne fait encore pâle figure. Elle n'a alors qu'une voie d'expansion plausible, celle que Casimir III vise, les principautés rousses à l'est. Pour ça, il doit lutter contre la Lituanie, d'où la recherche d'une paix avec les Tchèques et les Teutons, et celle d'une alliance avec la Hongrie. Après une première tentative ratée en 1341, Casimir parvient à envahir la Galicie-Volhynie en 1349, et met pour la première fois la main sur des territoires ethniquement et linguistiquement non polonais, et surtout non catholiques, puisque les Rousses sont et resteront orthodoxes. Ces terres fertiles offraient de bonnes opportunités économiques à la noblesse polonaise, qui se voit offrir d'importantes concessions foncières et allaient servir de zone de tampon contre les incursions mongoles. Si cette conquête est ratifiée par la Hongrie, les Lituaniens s'y opposent et récupèrent une partie de la Volhynie en 1352, qu'ils reperdent 14 ans plus tard. Tout ça, c'est une succession de conflits plus ou moins importants, mais il n'empêche que Casimir parvient à étendre son royaume au sud-est, et qui subit pour ça de sanglantes incursions lituaniennes pendant toute la durée de son règne. Avec la conquête de cette région et de la ville commerciale de Lvov, il gagne une position clé sur la route qui relie la mer Noire à la Bohême et aux chevaliers teutoniques, ce qui renforce largement sa position. Ce prestige nouvellement acquis lui permet aussi de récupérer la suzeraineté sur les princes de Mazovie, qui subissent eux aussi les incursions lituaniennes. Pour la première fois depuis longtemps, un roi de Pologne devient un véritable acteur de la diplomatie européenne. Le royaume connaît un renouveau économique. Jamais le commerce n'y avait été aussi développé.
on retrouve à Cracovie et à Lwów des épices et des tissus venus de partout en Occident et en Orient. Rien qu'en Petite Pologne, on fonde 29 nouvelles villes, dont 21 appartiennent au roi. De nombreux juifs fuyant les persécutions de l'Europe occidentale viennent s'y installer. Et comme les marchands polonais, ils profitent largement de l'essor du commerce parce qu'ils bénéficient d'itinéraires plus courts que ceux imposés à leurs homologues tchèques et allemands. Tout ça s'accompagne d'une réforme monétaire qui introduit une monnaie d'argent stable dans le royaume, sur le modèle de la monnaie tchèque. En 1364, Casimir fonde à Cracovie la première université polonaise, où l'on enseigne le droit, la médecine et l'astronomie. C'est un autre signe du développement économique et culturel du royaume. Cette nouvelle institution devait former les juristes dont tout royaume centralisé a besoin, d'autant que Casimir fait appel à de nombreux conseillers laïcs et ecclésiastiques qu'il intègre à son conseil royal. Il crée une génération d'hommes nouveaux à même de soutenir de nouvelles initiatives fiscales et administratives. Le droit, auparavant coutumier, est uniformisé et inscrit sur papier, tandis que le recueil des lois allemandes qui régissent les villes est traduit en latin. Le renforcement du pouvoir royal s'accompagne de la confiscation de nombreuses terres nobles qui sont intégrées au domaine royal, et la mise en place d'un impôt foncier pour les terres cultivées des domaines nobles et ecclésiastiques. La Pologne se parsème d'une cinquantaine de châteaux et 27 de ces villes reçoivent une ceinture de remparts. On emprunte aussi à la Hongrie des Anjou un terme nouveau pour désigner l'État polonais, celui de Corona Regni Poloniae, soit la couronne du royaume de Pologne. Celui-ci insiste sur la séparation entre l'État et la personne du roi. C'en est terminé de ce temps où l'on considérait le royaume comme la propriété personnelle du souverain. À la fin du règne de Casimir, le territoire polonais a doublé de taille et de population. Quelques 2 millions d'habitants peuplent ces 240 000 km². Mais tout n'est pas parfait. La Pologne reste un royaume relativement faible, et malgré 4 mariages, le roi ne parvient pas à avoir de fils. Pendant son règne, il avait conclu en 1355 un accord avec son neveu, le roi de Hongrie Louis d'Anjou. En échange de son alliance contre les Lituaniens, il fait de lui son héritier. Mais juste avant sa mort, en 1370, Casimir brise cette promesse et désigne comme successeur par testament son petit-fils, issu du mariage de l'une de ses filles avec un prince allemand. Mais rien n'y fait. Louis d'Anjou, soutenu par le pape, se fait couronner à Cracovie cette même année. Cette succession fortuite allait fonder, quelques années plus tard, l'une des plus grandes et plus fragiles couronnes d'Europe. Le roi, qui résidait en Hongrie, laisse la régence polonaise à sa mère, Élisabeth. Lorsque celle-ci s'apprête à mourir, Louis d'Anjou la remplace par un conseil de régence. Mais le problème n'est pas là. Le plus inquiétant, c'est que lui non plus n'a pas de fils, uniquement des filles. C'est pour ça qu'il convoque une assemblée en 1374 où il convainc les représentants de la noblesse et des villes polonaises à accepter une femme comme roi de Pologne. Ce qu'ils acceptent moyennant certains arrangements de leurs privilèges. Le clergé fait de même en 1381, si bien qu'à partir de cette date, la noblesse, dont le poids politique ne fait que croître, et le clergé se retrouvent plus ou moins dispensés d'impôts. Finalement, c'est la troisième fille de Louis, Edwige d'Anjou, âgée de 9 ans seulement, qui est couronnée roi à Cracovie en 1384. Or, depuis ses 4 ans, elle était destinée à épouser Guillaume de Habsbourg, le fils du duc d'Autriche, ce qui n'enchante pas grand monde dans la noblesse polonaise. Alors, on fait annuler les fiançailles, ce qui n'empêche pas le prince de venir quand même à Cracovie pour y consommer son mariage, avant d'en être chassé, ce qui ne passe pas très bien, et ce pourquoi il réclame des compensations financières. Le conseil de régence propose un autre mari au roi, Jagiellon, le grand-duc de Lituanie. Et ça plaît à tout le monde. Les Polonais y voient un moyen de mettre un terme aux incursions lituaniennes et une occasion de récupérer la Galicie-Volhynie et la Poméranie. Alors que pour le grand-duc, la roi de Pologne semble être un bien meilleur parti que la princesse moscovite à laquelle il était destiné à la base. Et elle lui assurait une alliance face aux Teutoniques, qui venait de mettre sa capitale, Vilnius, à sac. D'autant que ça le rapprocherait de Rome et lui permettrait de mettre un frein à l'expansion des orthodoxes dans son état, trop favorable à Moscou à son goût. En échange de ce mariage, Jagiellon s'engage à déclarer catholiques toutes les populations encore païennes de son grand-duché, à lutter pour reconquérir les territoires perdus par la couronne polonaise, à verser 200 000 florins à Guillaume de Habsbourg pour lui racheter sa fiancée, et à unir, applicare en latin, la Lituanie à la Pologne.
Ce dernier point sera la source de bien des problèmes. Parce que, est-ce que le terme applicare signifie réunir ou incorporer? Chacun y ira de sa propre conception. Jagiellon, ainsi élu co-roi de Pologne en 1386, se fait baptiser, épouse Edwige et enfin est couronné roi à Cracovie. Renommé Vladislav après son baptême, il s'assure bientôt l'appui de la noblesse polonaise avant d'appliquer ses promesses. Bientôt, il détruit les idoles païennes, traduit lui-même le Notre Père et les Actes des Apôtres, fonde un évêché à Vilnius et accorde des privilèges aux boyards de son duché en échange de leur conversion au catholicisme. Mais il y a un état auquel tout ça met des bâtons dans les roues, l'ordre teutonique. Déjà, la réunion de ces deux grands royaumes à sa frontière sud ne pouvait que l'inquiéter. Mais en plus, voilà que les Lituaniens se convertissent au catholicisme, alors justement que l'existence des Teutoniques était jusqu'ici légitimée par le fait qu'il fallait convertir ces païens par les armes. Mais il se trouve un allié en Lituanie, le cousin même du roi et grand-duc, Witold. Celui-ci entre en révolte et s'allie avec les Teutoniques. Pour éviter une effusion de sang qui serait à l'avantage de ces derniers, Vladislav propose une réconciliation à Witold, qui recevrait le titre de vice-grand-duc de Lituanie, ce qu'il ne peut pas refuser. Mais il reste très ambitieux et renforce sa position année après année. Entre 1397 et 1398, il profite des troubles dans la Horde d'Or, qui subit alors les incursions de Tamerlan, pour étendre son influence toujours plus à l'est, jusqu'au-delà du Don. En octobre 1398, en présence du grand maître de l'ordre teutonique, il se fait proclamer souverain indépendant de Lituanie. Le rêve d'une union lituano-polonaise aurait pu s'effondrer à ce moment-là. Mais ce n'est pas le cas pour deux raisons. D'abord, le fait qu'Edwige meure en 1399, ce qui fait de Vladislav le seul roi de Pologne. Et ensuite, les déboires militaires dont souffre Witold à l'est, où son armée est balayée par les Tatars. Le roi et grand-duc en profitent pour lui imposer une union défensive. Il n'empêche que l'influence lituanienne reste très forte à l'est. Witold reste maître de Smolensk et impose les princes de son choix à Novgorod et Pskov, ce qui ne peut qu'inquiéter les Teutoniques. D'autant que le vice-grand-duc fomente une rébellion en Samogiti, région sur laquelle il lorgne. En 1409, l'ordre envahit le Dobjin et la Koujavie, verse 40 000 florins au roi de Bohême pour qu'il intercède en leur faveur, et 60 000 autres au roi de Hongrie pour qu'il déclare la guerre à la Pologne, tandis que de nombreux chevaliers allemands viennent grossir ses rangs. Face à eux, les Polonais et les Lituaniens reçoivent le soutien des princes de Mazovie et de quelques centaines de Tatars, et recrutent nombre de mercenaires. Le 15 juillet 1410, l'armée lituano-polonaise de plus de 20 000 hommes rencontre une quinzaine de milliers de chevaliers teutoniques à Tannenberg. Les Allemands y sont anéantis et le grand maître de l'ordre lui-même y perd la vie. C'est une victoire sans lendemain. La paix signée un an plus tard ne confirme que le contrôle lituanien sur la Samogiti et quelques dédommagements pour la Pologne. Mais cette victoire rapproche les deux cousins. En 1413, ils convoquent ensemble une assemblée pour confirmer l'union entre le royaume et le grand-duché. On y confirme la prééminence de la Pologne, puisque c'est au roi de désigner le grand-duc. Par la suite, on reprend l'offensive contre les Teutoniques à plusieurs reprises, en 1414, 1419 et 1422. Ces conflits aboutissent à la paix de Mielno, qui établit définitivement que la Samogiti restera lituanienne et que son évêché sera rattaché à l'archevêché de Gniezno. Tout ça se déroule en plus sur un fond de guerre théologique. D'abord lors du concile de Constance entre 1414 et 1418, et surtout entre les catholiques et l'hérésie hussite qui s'étaient largement répandue en Bohême et menaçaient de toucher la Pologne. En parallèle de ces conflits, la colonisation des terres polonaises se poursuit. Le nombre de villes et de villages augmente de 50% en Grande Pologne et de 200% en Mazovie. Mais à part Cracovie, Lwów et Poznań, la plupart de ces villes restent des bourgs peu peuplés, y compris Gniezno ou Varsovie. Les grands domaines se multiplient en Ruthénie, c'est-à-dire dans les anciennes terres rousses où la population reste orthodoxe et parle les ancêtres de l'ukrainien et du biélorusse. Ces domaines sont souvent constitués par donations royales au profit de Polonais qui en profitent pour s'enrichir abondamment, ce que la population locale ne vit pas toujours très bien. On voit apparaître à cette époque les premiers signes de servage, avec la mise en place de corvées pour les paysans. Surtout, l'aristocratie profite de la situation pour étendre ses privilèges. En échange de leur soutien à la guerre contre les Teutoniques,
Le vieux roi Vladislav doit promettre de ne pas battre monnaie sans son accord, de la consulter pour toute confiscation de domaines et de retirer à ses hauts fonctionnaires, les starostes, leur rôle de juge. À ce moment, il devient illégal pour le roi de faire emprisonner un noble autrement que sur le jugement d'un tribunal nobiliaire. Ce droit se transformera avec le temps en quasi-impunité même en cas de crime grave. La haute noblesse avait comme projet de centraliser tous les pouvoirs à Cracovie et de supprimer la fonction de grand-duc de Lituanie dès la mort de Witold. Ce projet, évidemment, ne pouvait qu'inquiéter les États voisins. Si bien que Vladislav s'y refuse. Quand Witold meurt en 1430, il désigne, sans demander l'avis de la noblesse, son frère au rôle de grand-duc. C'est seulement 2 ans plus tard que la noblesse polonaise reconnaît le pouvoir de celui-ci et les droits du fils de Vladislav sur la couronne polonaise. Seulement 2 ans avant que ce dernier ne meure. Le long règne du premier des Jagiellons fait de l'union entre la Pologne et la Lituanie une réalité, parfois compliquée certes, et instaure ce qui perturbera son développement pendant tout le reste de son histoire, l'influence débordante de sa noblesse. Lorsque Vladislav meurt en 1434, une assemblée des grands aristocrates polonais se réunit à Cracovie, où elle accorde, comme promis, la couronne au fils aîné du roi défunt, Vladislav III. Mais celui-ci n'a que 10 ans, alors la noblesse forme un conseil de régence, et précise bien qu'elle ne rendra le pouvoir au roi qu'à condition que celui-ci confirme les privilèges qui avaient été concédés par son père. Ces privilèges attirent d'ailleurs à la Pologne l'allégeance de nobles qui hésitaient encore entre le roi et le grand-duc. À ce moment, la Podolie et la Volhynie quittent définitivement le giron lituanien pour rejoindre le royaume. L'année suivante, en 1435, les Teutoniques consentent à signer une paix perpétuelle avec la Pologne-Lituanie. Mais si la paix revient au nord, il n'en est rien au sud. En 1438, la noblesse polonaise profite des conflits religieux en Bohême et de la mort de l'empereur Sigismond de Luxembourg, aussi roi de Bohême, pour proposer d'installer le petit frère de Vladislav III sur le trône tchèque. Proposition très bienvenue par les hussites radicaux. Mais l'évêque de Cracovie, qui dirige le conseil de régence, outré de cette alliance avec des hérétiques, fait échec à cette tentative. Il en profite au passage pour renforcer les avantages fiscaux dont bénéficie l'Église et forcer les nobles à reconnaître l'excommunication de ceux d'entre eux qui refusent de collecter la dîme, l'impôt versé par les paysans à l'Église. Mais en parallèle, il intrigue de son côté pour placer Vladislav III sur le trône de Hongrie, lui aussi laissé vacant. Non seulement il ambitionne de reformer l'union polono-hongroise qui avait existé sous les Anjou, mais en plus, il souhaite former une vaste croisade contre les Ottomans et profiter de tout ça pour initier une réforme de l'Église catholique, qui est alors en crise, et réconcilier celle-ci avec l'Église orthodoxe. Seul problème, Élisabeth de Luxembourg, veuve du dernier roi de Hongrie et de Bohême, découvre porter un enfant de celui-ci dans son ventre, et refuse par là même d'épouser Vladislav III, préférant évidemment défendre le droit de son futur enfant sur la couronne. S'ensuit une guerre civile de 2 ans entre les soutiens de Vladislav et ceux de l'enfant, avant que le roi de Pologne ne respecte sa promesse et prenne la route de Constantinople à la tête d'une croisade en 1443. Si elle connaît d'abord plusieurs succès, allant jusqu'à pousser les Ottomans à signer une paix de 10 ans, elle finit par être écrasée à Varna, fin 1444. Vladislav III y perd la vie à seulement 20 ans. C'est alors son frère, déjà grand-duc de Lituanie, qui est invité à récupérer la couronne polonaise 3 ans plus tard. En échange de ce couronnement, Casimir IV doit reconnaître tous les privilèges auparavant cédés aux nobles polonais et lituaniens. À ce moment, les finances royales sont au plus bas, ruinées par des années de guerre en Hongrie qui ont forcé le roi à hypothéquer nombre de ses domaines, renforçant par là même la richesse des grands aristocrates du royaume. Mais rien de tout ça ne pousse Casimir à la prudence. Pendant tout son règne, il enchaîne les guerres avec ses voisins. Lorsqu'en 1454, une ambassade de nobles et de bourgeois prussiens, excédés par la gouvernance des chevaliers teutoniques, viennent lui proposer de reconquérir la Poméranie, il n'hésite pas. Début mars, on signe un acte d'incorporation qui fait de la Poméranie un vassal polonais doté d'un gouvernement prussien. L'ordre teutonique ne tarde pas à réagir. Éclate alors une guerre de siège meurtrière qui dure 13 ans et s'achève en 1466 par une médiation papale. La Pologne, fatiguée,
Il récupère la Poméranie, Danzig, Chelmno, Elbing et une partie de la Warmie et de la Prusse. Ces territoires, intégrés à la couronne polonaise, prennent le nom de Prusse royale, tandis que la Prusse orientale, toujours entre les mains des grands maîtres de l'ordre, se vassalise au roi de Pologne. Danzig devient le plus important port de Pologne. C'est par ici que transige le blé vendu en grande quantité au reste de l'Europe. Près de 70% du blé échangé en Baltique passe par là. C'est aussi la seule grande ville du pays. Elle atteint 35 000 habitants quand Cracovie plafonne à 14 000. Casimir IV avance aussi ses vues en Bohême, dont il convainc le roi de choisir son fils aîné, Vladislav, comme héritier. C'est chose faite en 1471. Vladislav monte bien sur le trône de Bohême, mais cette succession est contestée par le roi de Hongrie. Alors Casimir envoie une armée marcher sur Buda et la Silésie, mais sans succès, faute d'argent. Avec la paix signée en 1479, la Bohême garde son roi polonais, mais perd la Silésie, la Lusace et la Moravie. 12 ans plus tard, après la mort du roi de Hongrie, Vladislav récupère sa couronne, moyennant une guerre civile évidemment, devenant roi de Bohême et de Hongrie. Ainsi, quand Casimir IV meurt en 1492, sa famille est à la tête du plus grand ensemble d'États en Europe, détenant les couronnes de Pologne-Lituanie, de Hongrie et de Bohême. Mais cet ensemble reste très fragile. Partout autour de lui se renforcent des puissances plus que menaçantes. À l'est, la principauté de Moscou se libère du joug mongol et s'étend rapidement en conquérant bon nombre des anciennes principautés rousses, dont plusieurs dépendaient jusqu'ici de la Lituanie. Au sud, l'Empire ottoman se renforce plus que jamais et menace continuellement la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Cette dernière, vassale polonaise, contrôle l'embouchure du Danube et donc le bon fonctionnement du commerce de Lvov et Cracovie. Embouchure du Danube qui est perdue en 1484. Les Ottomans d'ailleurs viennent de vassaliser l'une des plus grandes menaces de la région, les Tatars de Crimée. Ceux-ci enchaînent les incursions en Pologne-Lituanie où ils ravagent des régions entières. En 1482, c'est Kiev qui est mise à sac. En 1490, ils poussent jusqu'à Lublin et en 1505, ils atteignent Vilnius. À l'ouest enfin, ce sont les Habsbourg qui se renforcent à la tête de l'Autriche et du Saint-Empire, sans oublier qu'ils ont de solides prétentions sur les trônes de Hongrie et de Bohême. En parallèle, les privilèges des nobles ne cessent de se renforcer. Pour soutenir la guerre de 13 ans contre les Teutoniques, Casimir IV doit en faire appel à la petite et la moyenne noblesse, qui sont organisées en 18 petites assemblées locales, tradition qui remonte à l'époque des Piastes. Celles-ci se font alors accorder le privilège de Niezava. Désormais, le roi devra toujours leur demander leur accord pour lever les impôts et partir en guerre. Et ces petites assemblées désigneront des députés qui porteront leurs intérêts aux deux diètes régionales, celles de Grande et de Petite Pologne, avant qu'ils soient discutés au sein de la diète du royaume. Tout ça permet à la petite et la moyenne noblesse de limiter le pouvoir de la haute aristocratie et de se gérer elle-même, sans avoir besoin de l'accord de la couronne ou des grands du royaume. La Pologne se retrouve avec deux chambres, la diète du royaume et le conseil royal, qui compte 70 membres et qu'on appellera bientôt le Sénat. Rien ne peut plus être décidé par le roi sans l'accord de ces deux assemblées. La Pologne fonde alors un tout nouveau régime politique, celui de la République des nobles. Les rois y trouvent leur compte. D'ailleurs, ils poussent eux-mêmes dans ce sens, non pas forcément pour limiter leur propre pouvoir, mais plutôt pour limiter celui du conseil royal, dont les dignitaires, tous de hauts aristocrates ou de grands clercs, sont bien trop influents à son goût. Les placer sur un pied d'égalité avec le reste de la noblesse, c'est un bon moyen d'échapper à leur étreinte. Le point faible, c'est que tout ça ralentit l'État. La moyenne noblesse, qui se retrouve au centre du jeu politique, défend généralement ses intérêts locaux plutôt que les intérêts du royaume dans son ensemble. C'est un fonctionnement propre à la Pologne. En Lituanie, ces petites assemblées locales n'existent pas, et le grand-duc y négocie directement avec les grandes familles aristocratiques. D'autant que les lois de succession y sont claires. Les Jagiellons n'ont pas besoin, en Lituanie, d'être élus pour monter sur le trône, ce qui leur assure aussi indirectement d'être élus à la tête de la Pologne, parce que la noblesse veut tout sauf perdre l'union avec la Lituanie. C'est aussi ce qui explique que les rois de Pologne n'ont, pour l'instant, pas été favorables à une intégration du Grand-Duché au royaume. Ça ne ferait qu'affaiblir leur position. Tout ça se fait aussi aux dépens de la bourgeoisie, qui voit ses privilèges fondre.
La noblesse exige maintenant qu'elle paye l'impôt, alors que, justement, la bourgeoisie, qu'elle soit polonaise ou germanique, atteint un niveau d'éducation jamais vu. L'université de Cracovie tourne à plein régime. Copernic y étudie d'ailleurs entre 1492 et 1496, tandis que des académies et des sociétés littéraires naissent sous l'impulsion de riches mécènes. Une première imprimerie avait été installée à Cracovie dès 1474. Si elle se contente au départ de produire des textes religieux en latin, les langues slaves viendront bientôt y prendre une place prééminente. Et contrairement à l'Occident, la société polonaise reste relativement tolérante. Les synagogues s'y multiplient dans des quartiers juifs prospères, du moins quand les villes acceptent leur installation. Telle est la situation de la Pologne-Lituanie et de sa dynastie à la fin du XVe siècle. Elles atteignent toutes deux leur apogée territorial, mais elles restent aussi toutes deux dans une situation précaire. La position des Jagiellons sur les trônes de Bohême et de Hongrie est tout sauf assurée, tandis que la Pologne et la Lituanie restent des États faibles, peu peuplés et peu centralisés, qui peinent à lever une véritable armée. Cette situation ne fera que s'aggraver jusqu'à mener, en quelques années, au partage de leur territoire entre leurs voisins. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme dit en début de vidéo, mon jeu de plateau sur les guerres d'Italie est à nouveau disponible. Sergio vient de lancer un late pledge, ce qui veut dire que les commandes sont ouvertes pour un certain temps. On s'apprête à lancer la production, les livraisons sont prévues pour janvier 2026. Comme d'hab, vous avez les infos en description. Merci aussi à Oli d'avoir sponsorisé cet épisode. Vous avez là aussi tous les codes promo en description si vous voulez tester leur boisson. Et si vous voulez aller plus loin dans l'histoire du monde slave, j'ai sorti une vidéo sur la naissance de la Russie il y a quelques temps. Elle complète très bien celle que vous venez de voir. Elle s'affiche à l'écran là. Et cela dit, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'histoire.